Est-ce que ça va bien en éducation? Est-ce qu'on est ici pour le bien des élèves? Oui! Est-ce qu'on veut améliorer nos conditions? Alors, je me présente Jean-François Guilbeault, président du syndicat de Champlain, affilié à la CSQ, qui représente des enseignantes, du personnel de soutien scolaire, des centres de services scolaires Marie-Victorin, des Patriotes et de la Vallée des Tisserands. On est aujourd'hui ici pour parler de la négociation en cours. Évidemment, là, le syndicat que je représente fait partie du Front commun. Donc, faire un peu un état des lieux là, de ce qui se passe sur le terrain au niveau de la négociation actuelle avec le gouvernement. Les conditions qu'on tente d'aller chercher sont très, très larges. Il y a beaucoup d'enjeux dans le système scolaire actuellement. Il y a un enjeu de pénurie de main-d'œuvre, clairement, donc il y a un enjeu d'attraction et il y a un enjeu de rétention puisque les conditions sont telles qu'il y a beaucoup de nos collègues qui, malheureusement, quittent. Alors, dans les circonstances, le premier enjeu, il est incontournable, le salaire. Vous le savez comme moi, l'inflation a eu son impact pour l'ensemble de la société. Donc, il y a un retard salarial qui s'est généré dans les dernières années. 2022 a été la pire catastrophe avec une inflation de 6,7 %. Donc, dans les circonstances, il y a un rattrapage à faire à ce niveau-là, au niveau salarial. Et l'offre qu'a fait le gouvernement récemment est unanimement contestée par l'ensemble des acteurs de la société actuellement, disant que c'était une offre ridicule. Donc, ça, c'est le premier enjeu, bien entendu. Les deuxièmes enjeux, au niveau des conditions de travail elles-mêmes, il y a tout, si je parle pour le personnel de soutien, il y a toute la précarité d'emploi. Alors, je vais donner à titre d'exemple là, les éducatrices en service de garde qui ont des horaires coupés, des horaires qui sont de 10, 15 heures, 20 heures par semaine, alors pour lesquels on a de la difficulté à recruter. À ce jour encore, il y a des endroits où on n'est pas en mesure d'offrir le service ou encore même on remplit les groupes parce qu'on n'a pas assez d'éducatrices. Donc, il y a cet enjeu-là. Il y a aussi pour d'autres corps d'emploi du personnel de soutien scolaire, le peu de reconnaissance dans tout le temps qui est investi. On ne paye pas toutes les heures travaillées. Donc, on veut faire reconnaître toutes les heures réellement travaillées. Puis la collaboration qui n'était pas importante dans l'équipe école pour ce personnel-là. Pour le personnel enseignant, évidemment, c'est la même chose. C'est la lourdeur de la tâche aussi qui est importante. Donc, ça s'est complexifié avec les années, la tâche enseignante. On souhaite qu'il y ait des allègements, qu'il y ait moins de travail bureaucratique, qu'on leur donne plus de liberté pour préparer, corriger et enseigner, plutôt que tout ce qui gravite autour, le travail clérical qui vient avec, la reddition de comptes que les directions d'école demandent, etc., la participation de nombreux comités qui alourdissent la tâche. Et puis, bien évidemment, la composition de la classe. Là. On a fait des choix de société à travers les années qui sont tout à fait légitimes de vouloir intégrer des enfants avec certaines difficultés dans les classes. C'était avec la promesse que les services allaient suivre pour accompagner ces enfants-là et venir en support aux enseignants. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Les coupures des dernières années par les gouvernements précédents ont fait en sorte que l'intégration s'est poursuivie, mais le soutien, le support n'est pas venu et donc les classes sont de plus en plus difficiles à gérer. Puis certains diront peut-être qu'effectivement, dans le contexte actuel, c'est pas évident parce qu'on a besoin d'aide, on a besoin de ressources supplémentaires et on est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça va passer inévitablement par un ajout de ressources qui pourrait s'étaler dans le temps. On est conscient qu'aujourd'hui, 2023, c'est à peu près difficile de penser qu'on va avoir des gens qui vont venir nous épauler, venir s'ajouter à l'équipe. Mais si on peut prévoir et voir la lumière au bout du tunnel, être capable de dépasser l'objectif d'un contrat de travail puis se dire que si on fait en sorte que les conditions s'améliorent et qu'on réussit à attirer par des augmentations salariales, entre autres aussi, à ce moment-là, on peut prévoir que d'ici 3, 4, 5 ans, lorsqu'on va avoir des nouvelles cohortes, par exemple dans les différentes facultés à l'université ou au collégial, qui vont venir prêter main forte, on aura des ressources qui vont arriver. Donc, prévoir que le gouvernement ouvre la porte à cette réflexion-là pour qu'on puisse déporter dans le temps certaines solutions en sachant qu'on va travailler à ce que les conditions, on puisse entrevoir la lumière au bout du tunnel dans quelques années. C'est un peu ça la stratégie. Fait que ça passera par des baisses de ratio inévitablement. Et ça, là-dessus, tout le monde est tout à fait à la même heure là, au niveau de l'éducation. Moins on a d'élèves, plus on peut s'en occuper. Donc, ça va passer par là. L'aide à la classe, qui est actuellement un des projets pilotes que la CSQ et le gouvernement ont déjà mis en place dans les 2 dernières années, c'en est une solution aussi. On ne peut pas l'écarter. Le gouvernement en parle beaucoup. Le problème avec le propos du gouvernement, c'est que le fait qu'il nous parle de 15 000 classes qui vont avoir accès à l'aide à la classe avec le projet qui est sur la table, l'équivalent de 4 000 personnes à temps complet qui vont venir rejoindre les enseignants dans les classes, ça ne répond qu'à 50 % de la demande parce qu'il y a 30 000 classes au Québec.
Donc, on ne répondra pas à l'ensemble des problématiques avec l'aide à la classe. C'est pour ça qu'il faut penser à autre chose. Donc, oui, baisse de ratio à moyen long terme pour essayer de voir, effectivement, de considérer dans la classe les élèves qui ont besoin d'aide, qui, évidemment, prennent plus de temps. Donc, moins d'élèves pour qu'on soit capable de s'en occuper. J'ai parlé des aides à la classe, mais j'ai aussi toute la question de l'attraction des professionnels en éducation, qu'on parle des psychologues, psychoéducateurs, qu'on parle des orthophonistes. Il y a un enjeu à ce niveau-là aussi, là, où l'attraction et rétention de ce personnel-là est très compliquée parce que la compétition avec le privé est forte. Les conditions salariales de travail à l'extérieur du réseau public sont plus attrayantes. Même, je vous dirais, le secteur de la santé est plus attractif que le secteur de l'éducation pour ces services-là. Donc, on peine, et actuellement, les directions d'établissement et même le ministère encouragent les gens d'aller vers le privé pour obtenir des services. Alors que techniquement, évidemment, plus on est proche de l'école, plus on est proche du contexte d'enseignement et du contexte scolaire, c'est plus facile d'intervenir judicieusement auprès de l'enfant en difficulté. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une bonification, bien entendu, des conditions aussi pour nos collègues professionnels, attirer ces gens-là dans le milieu, venir en support, et des collègues aussi du soutien, comme les techniciens en éducation spécialisée, qui travaillent directement avec les enfants avec des problématiques soit de comportement ou d'apprentissage. Donc, on a besoin de bras. Donc, ça prend des conditions, ça prend plus d'argent d'investissement, il faut attirer des gens, puis il faut donner des salaires compétitifs pour ces gens-là. Il faut savoir que le contexte législatif vient encadrer le mouvement de grève au niveau de la fonction publique. C'est la loi 37 qui vient nous guider et on a des obligations. C'est pas comme dans le secteur privé. Au niveau du secteur public, on a des préavis à donner de l'équivalent d'environ 10 jours pour pouvoir exercer la grève, d'une part. Donc, et on sait actuellement, et on le voit dans le quotidien aujourd'hui, ça bouge vite en éducation, ça bouge vite en santé au niveau de la négociation. Quand il y a la réelle volonté, on vient d'apprendre juste ce matin que le Conseil du Trésor a convoqué l'ensemble du Front commun à une réunion. Donc, je ne sais pas ce qu'il va s'en dire actuellement, mais c'est là. Donc, ça bouge vite. Ceci dit, en 10 jours, ça donne quand même des opportunités de placer la négociation et mettre la pression avant d'exercer le droit de grève. Alors, c'est dans cette stratégie-là d'annoncer 10 jours à l'avance un éventuel mouvement de grève important pour forcer le gouvernement à agir, parce qu'il peut toujours empêcher le mouvement. On peut retirer nos avis de grève la veille de l'application de la grève, voire même le matin même, si on le souhaite, pour être capable donc d'annuler le mouvement, parce qu'il y a eu des mouvements significatifs, parce qu'on arrive à une entente de principe. Mais c'est dans ce contexte-là qu'on est obligé d'annoncer d'avance, alors qu'au secteur privé, on peut donner un préavis de presque 24-48 heures, puis on tombe en grève. Alors, c'est toute cette mécanique-là qui doit se jumeler à la conjoncture des négociations. Puis l'objectif, bien entendu, c'est celui de mettre de la pression au gouvernement. Et la pression, bien, c'est nous et c'est la population qui est derrière nous qui la mettons. On ne souhaite pas arriver à la grève générale limitée. C'est pour ça qu'on donne une dernière opportunité en donnant un dernier mouvement de grève avant les fêtes pour arriver à un règlement. Puis on pense que les deux parties ont la volonté d'y arriver. Donc, un règlement qui nous permettrait de conclure la négociation avant les fêtes. Mais on se garde dans notre poche, évidemment, si c'était pas possible, si les conditions n'étaient pas réunies pour être capable d'avoir une entente satisfaisante. Et qu'est-ce que c'est qu'une entente satisfaisante? La question, c'est celle-là qui m'a été posée. C'est celle d'avoir des changements significatifs dans le quotidien des membres. Parce que ça fait trop longtemps qu'en éducation, je vais parler pour ceux que je représente, là, que le discours est le même sur la lourdeur de la tâche, sur la composition de la classe, sur la précarité du personnel de soutien, sur le manque de ressources en personnel de soutien aussi. Ça fait des années qu'on le clame et tout, et que le gouvernement tasse ça. Puis évidemment, la dernière négociation a été faite en période de pandémie, on ne se le cachera pas. On a fait des choix politiques en pandémie. On était dans un contexte qui n'était pas favorable à la négociation. Donc évidemment, on a fait des choix, puis on vit avec aujourd'hui. Mais sauf qu'on vit aussi avec les conséquences de la pandémie dans le réseau à ce moment-ci. C'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus lourd. Donc, il faut que le gouvernement saisisse la balle au bon. C'est un moment historique, je le précise, je le dis à mes membres depuis le début. S'il y a un moment où le gouvernement doit saisir la balle au bon et donner un électrochoc au réseau de l'éducation, c'est maintenant. Et la population est derrière nous. Donc, il va falloir que les conditions qui vont être négociées donnent un réel sentiment qu'il y a de l'air qui rentre dans le réseau à partir du moment où on va signer une entente. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude dans nos rangs par rapport à un troisième mouvement de grève et surtout par le fait qu'il y a une absence de fonds de grève dans le syndicat pour lequel je représente? Oui, il y a de l'inquiétude, c'est clair. On est à l'approche des fêtes. Le personnel enseignant, le personnel de soutien scolaire, évidemment, voit leur portefeuille fondre un peu avec les prochaines journées annoncées. Il y a déjà, on se rappellera, 3 journées et demie qui ont été vécues, dont la coupure va être effective sur la prochaine période de paie. Fait qu'il y a de l'inquiétude, évidemment.
Mais ce que j'entends et beaucoup, là, puis ça c'est très majoritaire, c'est que malgré l'inquiétude, le personnel de soutien et le personnel enseignant croient encore que c'est le moment qui est enfin là pour faire que l'éducation vive son tournant, qu'il y ait des changements importants. Donc, ils sont prêts à aller jusqu'à se priver de salaire pour arriver avec des modifications importantes dans leurs conditions de travail. On en est là, et ça, c'est du jamais vu depuis des années, parce que j'ai déjà connu d'autres mouvements de grève de plus courte durée qui ont questionné beaucoup plus que ce qu'on vit actuellement. Donc, pour que le personnel de l'éducation soit à l'air à 95% de donner un mandat de grève pouvant aller à la grève générale illimitée, ils l'ont pris en connaissance de cause, en sachant qu'ils allaient probablement ou possiblement se priver d'une bonne partie de leurs revenus. Puis je vous cacherai pas qu'il y a beaucoup de familles là, qui c'est le revenu principal de la maison. Alors, ce sont des enjeux, mais le sacrifice est à la hauteur des attentes des membres par rapport à ce que le gouvernement investisse sérieusement en éducation.